Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 4 septembre, c'est la rentrée. Je voulais, comme j'ai beaucoup de retard sur les anecdotes, je souhaitais vous faire une petite vidéo anecdote, visiblement. C'est ce qui est souhaité par les guides. J'en ai quand même pas mal. C'est, je crois, des anecdotes un peu plus axées sur les runners. Ce qui se passe dans la vie de runners. Ce qui, en général, intéresse les chasers qui ne savent pas du tout ce qui se passe dans la vie des runners, puisque le runner ne raconte rien de sa vie. Tout est très caché, masqué, sous cadenas, tout est sujet tabou avec lui. On ne sait rien de lui. Et en fait, les guides veulent vous rapporter des choses qui ont lieu chez les runners pour vous montrer que toute la théorie qui est expliquée dans mes vidéos, ben que finalement ça a vraiment lieu dans la vraie vie et que vous voyez le parallèle entre ce que l'on dit ici et ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Donc, par rapport au runner, là, c'est typiquement un parcours où le runner a dit à sa chaser que il ne partira pas, il ne partira jamais de son couple avec sa karmika et en gros, il n'y a pas, voilà, ils ne seront jamais un couple. Donc il dit les choses fermement et cash avec sa chaser. On retient une chose dans cette phrase, il a utilisé le mot jamais, alors qu'on ne peut pas savoir ce que réserve l'avenir. On est typiquement dans l'image du runner qui est vraiment rigide. Je vous ai dit que les runners étaient des rigides, le rigide de la blessure d'injustice. Donc le runner est catégorique, il est ferme. Je ne partirai jamais, ça c'est sûr. J'ai toujours dit que le rigide, son verbe préféré, c'est savoir. Le rigide, il sait. Lui, il sait déjà son avenir. Il sait déjà prédire. Quelqu'un qui est humble dira, bah écoute, je ne sais pas ce que réserve l'avenir. Qui vivra verra. Voilà. C'est la différence. Donc, n'oubliez jamais, c'est ainsi que vous allez repérer quelqu'un qui est dans l'ego, parce que le rigide, il est très égotique. Il a un ego démesuré, il sait, c'est lui le juste dans sa tête. Et voilà, par des phrases comme ça, vous repérez quelqu'un qui est égotique et quelqu'un qui est humble. La personne qui est humble dira « Ben, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. » Voilà. Vous voyez la différence? Voilà. On apprend des choses dans les vidéos anecdotes, on revoit des notions et il y a des compréhensions aussi. Ensuite, c'est rigolo puisque le premier volet, ce matin, j'ai tourné une vidéo qui parle du karma et du financier. Et là, l'anecdote en question, c'est que karmika, le runner est sa karmika. Donc si le runner est femme et que la femme est hétéro et en couple, ça veut dire qu'elle est en couple avec un karmiko, d'accord? Mais en tout cas, bon, on va rester sur le cas général. Le runner, le runner, c'est l'énergie yang, très lié au matériel, parce que le yang, c'est le matériel, qui n'est pas connecté à ses émotions et au cœur, qui renie ses émotions et le cœur, et tout ça, c'est la partie yin. Donc le runner qui est yang, qui priorise le financier et la sécurité, plutôt que l'amour et les émotions. Le runner, c'est une énergie yang, et le yang, c'est l'énergie masculine. Donc je parle souvent de runner
parce que c'est l'énergie masculine, voilà, qui est en couple avec une karmika. Mais qui n'est pas spécialement la karmika, c'est pas une énergie yin pour autant. Souvent, la karmika pourra être aussi une énergie yang, contraction, puisque cette karmika va venir, même, elle n'est pas FJ, hein, elle n'est pas yang en mode FJ, mais elle est très portée sur le yang, pas connectée aux émotions non plus, parce que le but de karmika, c'est de montrer au runner, miroir, mon beau miroir. Donc, elle vient lui montrer toutes les parts sombres qu'il a à travailler. D'accord? Mais elle est level toxicité puissance 10 000 par rapport au runner. C'est-à-dire que ce qu'il y a de sombre à travailler, elle s'est amplifiée pour qu'il ne puisse pas le louper. Voilà. C'est très exagéré, c'est caricaturé. Hein? Chez Karmika, c'est un spécimen. Voilà. C'est un sketch à elle toute seule. Voilà. Et donc, ce couple est très porté sur l'argent. Le fric, c'est chic. Freak out. Voilà. Donc, bref, ils font des projets immobiliers de type Airbnb pour louer, et les guides, je ne sais pas pourquoi vous voulez que je vous raconte ça, c'est pour vous montrer que là on retrouve bien ce côté un peu névrosé du couple, d'être très lié par l'argent, parce qu'en fait ils vont faire des projets de ce type et c'est ce qui va rendre encore plus emprisonner le runner, c'est que à un moment il va être pris à son propre piège dans sa toile d'araignée avec cette tarentule qui veut le bouffer tout cru. C'est que à un moment tout ça, quand il voudrait éventuellement se séparer, il va regarder tout ça, il va se dire oui mais, la phrase préférée des rigides, oui mais, et derrière il y a une grosse connerie, ça va être compliqué tout ça. Waouh, je vais devoir me détacher aussi de tout ça. Je vais devoir rompre tous ces contrats. Il va falloir qu'on revende tout. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là, c'est compliqué. Oh, non, ben je vais rien faire. Ouais, non, ben je vais rester dans ma vie. Oh là là, c'est trop compliqué. Sauf que c'était pas compliqué quand il était névrosé par l'appât du gain. Donc, ça se retourne contre lui. Hein. De toute façon, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, il y a de l'argent qui sera perdu dans tout ça. D'accord? Parce qu'il y a de l'argent qu'il a eu, qu'il n'aurait pas dû avoir. Soit de par cette karmika, soit de par ses parents. Ou d'un héritage de grands-parents. Enfin bref, en tout cas, par des donations. Et ça, c'est quasi systématique chez les parcours des runners. Hein. Voilà, ça c'est une broutille, c'est courant, c'est monnaie courante. Le parcours est ainsi fait, en fait. D'accord? Ça fait partie des défis que le runner a à prouver à ses guides, c'est de montrer qu'il est enfin guéri sur son attachement dysfonctionnel au financier et au matériel. Voilà. Donc, il va vivre beaucoup de choses là-dessus. Et vous pouvez voir, en effet, que vous voyez le runner qui fait beaucoup de projets là-dessus. Il construit beaucoup une sorte des projets matériels avec sa karmika. Ça fait partie du parcours. Vous ne pourrez pas aller à l'encontre. Ça fait partie de ça. Et il y perdra de l'argent. Contraction. Ça va rembourser une partie de sa dette. Voilà. Je vais inclure une petite anecdote chez Heure. Petite anecdote chez Heure. J'ai aimé cette phrase parce que j'ai trouvé que cette phrase de ma piou-piou chez Heure
est vraiment représentatif de tout ce que les chasseurs diraient. Et je me suis dit, je vais la relater, je pense que beaucoup de chasseurs vont se reconnaître dans cette phrase. Cette chasseur m'a dit, on était accros l'un à l'autre, on était accros. Mais du moment où mon runner a mis ses masques, je ne comprenais plus rien. Bah oui, elle comprend plus rien en fait. Hein. Il ressent quoi, il est qui, etc. Et je me suis donc mise à mettre aussi des masques. C'est ça. C'est comme une forme de bouclier de protection qui s'enclenche sans même s'en rendre compte. C'est je me sens menacée par cette personne que je n'arrive plus à jauger parce que de base on est accro, mais cette personne d'un seul coup elle devient changeante, elle se met à mettre des masques, j'ai peur, bouclier de protection, moi-même je ne suis plus moi-même j'ai des masques avec lui. Et ça, je pense que tous les chasseurs vont confirmer en dessous en commentaire que c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est vrai, c'est ça. Donc on était accro, mais du moment où il a mis ses masques, je ne comprenais plus rien et je me suis mise à mettre aussi des masques. Ça, c'est tant que les blessures du chasseur ne sont pas guéries, le chasseur étant premier cheminant, le chasseur va aller travailler sur ses blessures et ensuite le chasseur va apprendre sur sa montagne à même quand j'ai peur, je reste moi-même. Même quand j'ai peur, je ne mets plus de masque. Pourquoi? Parce que je les ai brûlés, mes masques. En montant ma montagne, je les ai jetés dans le précipice. Mais je vais quand même pas aller rechercher cette grosse merde. Mon Dieu, les masques, j'ai plus du tout envie d'en porter. Ça ne m'a apporté que des problèmes. Mes masques se sont retournés contre moi. Je vais quand même pas repartir en arrière, rechercher dans le vide là-bas. Je suis pas maso. Donc en fait, la chasseur va apprendre sur sa montagne, même quand je comprends plus rien. Bah c'est pas grave. Je reste moi-même et je mets pas pour autant de masque. Voilà. Les guides me parlent et me disent, ben, un peu comme toi, Peggy, quand tu comprenais rien de base au début avec le défi avec ton fils et le labyrinthe de cet été, t'as pour autant pas mis de masque. Ben, c'est ça, c'est que même quand vous êtes dans un moment d'inconfort, c'est pas pour autant que vous devenez quelqu'un de faux. Cette authenticité dans laquelle j'ai été dans mes vidéos vous a beaucoup marqué. Ça vous a beaucoup marqué. Et je continue de recevoir des messages suite à ça. Et d'ailleurs, là, il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué et que les guides veulent que je vous relate. Grosse contraction. C'est que vous avez été étonné que de la façon dont j'ai réagi dans ces vidéos, que vraiment, j'ai pas réagi dans la colère ni dans l'injustice. Et ça, c'est quelque chose qui vous a éberlué parce que vous êtes dit, mais moi j'aurais vibré l'injustice. Et vous avez même, vous-même, vibré l'injustice pour moi. C'est-à-dire en vous disant, mais quand même, Peggy, c'était la première fois qu'elle prenait de vraies vacances. Elle l'avait dit, pour une fois, elle ferait pas de consultation pendant ses vacances. C'est pas juste pour elle qu'il se passe tout ça pendant ses vacances. C'est pas juste. Et pourtant, moi, je l'ai pas vibré comme ça. Non. En fait, moi, où je me suis raisonnée, je sais pas si on veut que j'en parle ici ou dans une autre vidéo. Vous voulez que j'en parle ici?
Ils disent et dans une autre vidéo. D'accord, il faudra que je le raconterai dans plusieurs. Alors, c'est que ça devait faire à peu près 3 ou 4 ans que j'avais pas pris de vraies vacances. Et dans l'année, je prends pas de vacances. Là, j'avais décidé d'être en progrès, de prendre 3 semaines de vacances où j'aurais pas travaillé, où j'aurais pas fait de consultation. Et il m'est arrivé des péripéties avec mon fils, où au final je n'ai eu qu'une vraie semaine de vacances, et quand même compliqué à gérer. Donc au final, j'ai repris le travail sur les rotules et très fatiguée. Quand on a son tableau de bord qui est allumé, là c'était mon tableau de bord de fatigue, le voyant fatigue était allumé, ben, quand on a le tableau de bord allumé, fatigue, que puis-je faire et quelle est l'action et le choix, le positionnement mature et responsable que je peux mettre en place pour pallier à ce voyant allumé, ben je me suis dit, d'un autre côté, si le seul robinet repos que j'ai dans l'année, c'est mes 3 semaines l'été, c'est quand même, je prends des risques. Parce que s'il arrive un grain de sable ou une broutille, là c'était loin d'être une broutille, sur ce seul robinet ouvert et ces 3 semaines de vacances, ben inévitablement, tout s'effondre et je vais devoir réattendre un an. Non, c'est pas judicieux. C'est pas judicieux. Donc je me suis dit, le choix le plus mature et responsable à poser serait que je prenne plus souvent des vacances dans l'année, forte contraction, ainsi, même si j'ai des vacances dans l'année où il se passe des petites déboires, je ne serai pas à ce niveau de fatigue-là, puisque de temps en temps dans l'année, je prends des vacances. Donc en fait, je ne serai pas fatiguée comme ça. J'ai des moments autres dans l'année où je peux me ressourcer. Et là, les guides, ils ont été fiers de moi. Parce que de ce fait-là, ils ont dit, elle a compris. Elle a mis en place, elle n'a pas vibré d'injustice. Elle s'est dit, c'est le signe que ma stratégie est pas bonne. Elle est quand même risquée, ma stratégie. Donc, j'ai été dans une remise en question de ma façon de faire. Et j'ai surtout cherché des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Donc j'ai cherché des plans d'action et j'ai pris pour engagement avec mes guides que promettez-moi, enfin, non, pas promettez-moi, je vous promets, cette année j'ai compris et cette année je prendrai une semaine de vacances à chaque vacances scolaire. Et vous avez vu la contraction où là, les guides, en gros, ils se disent « Ah, bravo, Peggy !» Voilà. Parce que je vous ai déjà dit que j'étais quelqu'un qui travaillait trop. Je me soigne avec le temps. Et là, c'est un peu le petit truc où on revient réenfoncer le clou. C'est que cette situation a eu lieu comme par hasard pendant mes vacances. Ils l'ont orchestré exprès. Donc en fait, là, il y aura des vacances de Toussaint, je prendrai une semaine de vacances. Il y aura Noël, je prendrai une semaine de vacances. Et je procéderai de la sorte à chaque vacances scolaire. Et là, les guides, ils ont dit « Bravo !» Voilà, vous voyez, grosse contraction, on dit « Bravo !» Voilà. Donc, les guides vont toujours vous montrer, vous faire comprendre les choses. Donc, la Toussaint, c'est dans pas trop longtemps. Je vais savoir tenir jusque-là. Je prends soin de moi en attendant. Et puis, ça va le faire. Ça va le faire. Je suis encore fatiguée. Les guides le voient, hein, ils le savent. Hein, je suis encore fatiguée. Ça se remettra en place tout doucement. À moi de me donner assez d'ici là. Voilà. De faire comme je peux.
pour le coup, ça vous a vraiment éberlué de voir que vraiment, je vous mens pas en fait. C'est que quand je vous dis que moi, j'ai pas la blessure d'injustice, ben là, sur une situation de souffrance, vous avez vraiment vu en direct que je suis pas dans un jeu de rôle, je l'ai vraiment pas. Et cette fameuse phrase que j'ai entendue d'une piou-piou que les guides veulent que je vous relate, je vous la note, je l'ai notée. Peggy, tu prends les choses avec tellement de recul et d'analyse. T'es un exemple, même dans ta parentalité, ça met la barre tellement haut que parfois je me dis, je ne sais pas si je serais capable de ça. Il y a un côté un peu joli, puis un petit côté qui me fait mal au cœur. C'est que, loin de moi, l'idée que vous vous disiez que ça met la barre haut et que vous soyez donc pas capable d'atteindre cet état. Vous êtes capable d'arriver au même état. Contraction. Si vous m'aviez connu avant, dans ma sensibilité, j'étais pas comme ça. Et moi aussi. Parfois, je ne savais pas si je serais capable de. Parfois, comme moi, je peux parler avec mes guides, vous pouvez parler avec moi en coaching. Mais moi, j'avais pas le droit à ça. Moi, c'était en direct avec les guides. Ben, quand je parlais avec les guides, parfois je leur disais, mais je ne serais pas capable de ça. Quand on voulait que je vibre telle émotion, tel défi, et que je voyais qu'on me collait la pression sur ça, mais parfois je disais, mais je ne serais pas capable de ça. Quand vous ne vous sentez pas capable de ça, vos guides, eux, savent que vous êtes capable. Ils vont donc non pas faire les choses à votre place, non, ça ne serait pas vous rendre service. Ils vont vous rendre plus fort pour que vous-même vous soyez convaincu que vous êtes capable. Parce que vous avez oublié votre force. Mais vous avez connu des choses tellement pires dans vos vies antérieures que là, ce qu'on vous demande dans cette vie, rien n'est de la même intensité que dans les vies antérieures. Vous avez connu 1000 fois pire. Donc, eux qui savent, vous avez oublié, eux qui savent tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez connu et vous avez su le traverser, certes avec souffrance, mais vous en... Voilà. Pourquoi vous baissez votre valeur aujourd'hui à vous dire que vous n'êtes pas capable? Ils vont donc vous rendre service, c'est de vous prouver que si, ma cocotte, t'es capable en fait. Tu te vois plus faible que tu ne l'es, t'es plus forte que tu ne le penses. Donc quand vous ne vous sentez pas capable, les guides l'entendent, ils ne feront jamais à votre place, mais ils vont faire en sorte de vous rendre la mémoire de ça. Non pas en faisant un soin énergétique et de voir l'image que... Non, ça c'est de la merde. Contraction. Ça c'est de la merde. Ils vont vous faire vivre des choses, ils vont vous faire vivre des épreuves qui vont vous renforcer, vous rendre plus fort, et où vous allez vous rendre compte après ces épreuves que c'est vrai, je suis finalement plus fort ou plus forte que je ne le pensais. Je ne me sentais pas capable d'eux, mais je le suis finalement capable. Donc finalement, ils vont au contraire vous orchestrer des situations qui vont vous mettre au pied du mur et où vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir le vivre. Ça va renforcer votre esprit guerrier et votre résilience, votre courage, votre persévérance, d'aller vers votre bonheur. Dernièrement,
les guides m'ont réenvoyé encore une situation à relever de ce genre qui va vous faire rire parce qu'elle est vraiment absurde et sur un sujet ridicule. Je vous explique. Cela fait un moment, j'en parle en story, que j'aimerais reperdre quelques kilos parce que je me sens pas bien, je me sens boudinée dans mes habits, et quoi qu'on en dise, même si tout le monde me trouve très bien, moi, si j'ai envie de perdre 3 kilos parce que je me sens pas bien, c'est pas vraiment la vie des autres qui m'importe, c'est comment moi je me sens. Voilà. Donc en fait, parce que c'est moi qui me sens pas bien dans mes fringues, c'est moi qui m'aime pas quand je me vois dans le miroir. Donc que les gens aiment mon reflet, c'est bien, mais ça règle pas mon mal-être à moi, que ce que je vois dans le miroir ou ce que je ressens dans mes fringues, ou qu'il y ait des tenues que je ne puisse plus porter alors que je les aime, ça c'est moi qui le subis. C'est mon émotion à moi. Et quoi qu'en disent les autres, c'est pas eux ça qui le ressentent. Donc en fait, on a beau me dire tout ce qu'on veut, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. La priorité, c'est ce que moi je ressens. Et là-dessus, ça sera très difficile de me changer. Les guides le savent. Voilà, contraction. Et l'année dernière, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'en ai parlé en story, j'ai essayé, les guides me harcèlent avec le jeûne intermittent. Et de base, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Je l'ai pratiqué à une époque avant d'avoir des enfants, et j'ai dû pratiquer ça pendant 5 ans. Mais si je me remémore, c'est quand même les 5 années où je me suis sentie le mieux dans mon corps. Sauf que après, donc moi je jeûnais l'après-midi, le soir. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, j'arrêtais de manger après 14-15 heures. Et je remangeais que le matin. Sauf si je sortais, que j'avais une soirée, voilà. Et j'étais très bien. J'étais très bien. C'est-à-dire que ma silhouette me plaisait et je me sentais dynamique, en forme. Et je faisais en plus beaucoup de sport à l'époque. J'étais pas fatiguée. Vous savez que j'ai travaillé dans la nutrition, j'ai des certifications dans ce domaine et je suis quand même convaincue que nous mangeons trop et que quand on mange, on utilise notre énergie pour digérer. Donc, dire qu'on va se sentir faible parce qu'on va pas manger le soir, chacun croit en ce qu'il veut, chacun ses idéologies là-dessus, chacun pense ce qu'il veut. Je suis pas là pour faire une vidéo pour prôner le jeûne intermittent, c'est pas ça le but de ma vidéo. C'est vous expliquer comment je l'ai vécu, l'expérience que j'ai vécue, que je me suis sentie bien, et malgré ça, j'ai arrêté de le faire parce qu'après, quand vous avez des enfants, vous vous dites c'est sympa de manger ensemble, ça a ce côté un peu convivial, c'est le moment un peu social, et puis voir des gens manger des choses appétissantes sous vos yeux et vous ne pas y toucher, c'est d'une souffrance. C'est dur en fait. Moi de base je suis quand même gourmande, vous voyez. Et donc en fait, j'ai lâché et j'ai arrêté ça. Ça ne veut pas dire que je me sentais mieux dans mon corps. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu cette niaque. J'ai perdu ce courage que j'avais dans ce sujet-là. C'est-à-dire que là, je ne savais plus résister, etc. Et depuis l'année dernière, j'ai voulu reprendre plusieurs fois ce fameux jeûne intermittent. Vous devez rire parce que vous m'avez vu chercher à le reprendre, pas réussir, et vous dire que j'y arrivais pas, que moi j'avais faim, c'était trop dur. Et en fait,
les guides me lâchent pas. Les guides me lâchent pas. Ils veulent que je reprenne le jeûne intermittent. D'un autre côté, ils me voient regarder avec envie comme ça des nanas qui sont fines et je me dis oh elle est trop belle, oh, j'aimerais sa silhouette, oh j'aimais bien quand j'avais la même silhouette qu'elle. Et puis en fait j'ai une forme de nostalgie du passé. Et moi aussi j'aimerais ça, redevenir comme ça quand je me sentais bien. Donc les guides voient que j'ai quand même de la souffrance, vous voyez, que j'ai un mal-être. Donc en fait ils me disent mais reprends le jeûne intermittent, c'est très bien le jeûne intermittent, c'est bon pour la longévité de tes organes. En effet, il y a des pays qui le pratiquent et on prône le fait que c'est ce qui permet de vivre vieux. Hein? Donc, ils me tannent avec ça et ils ne me lâchent pas. Sauf que moi, le message que je leur ai envoyé depuis 1 an, c'est je ne suis pas capable. Je ne serai pas capable de ça. Et ils me tannent avec ça. Encore. Et là, j'ai dit, oh, c'est bon, je vais réessayer. C'est vrai qu'après avoir vécu cette expérience de force et de courage que j'ai dû vivre avec mon fils cet été, je me suis dit, c'est quand même vachement moins compliqué de retenter ça que l'épreuve que je viens de passer. Donc parfois, quand vous vivez des épreuves où vous devez être fort, etc., vous vous rappelez que vous avez une énergie de guerrière à l'intérieur. Et vous vous dites, bon, le défi jeûne intermittent, il n'est pas très compliqué. Je vous promets rien, je vais réessayer. Et donc cette semaine, j'ai recommencé. J'ai recommencé depuis samedi, nous sommes mercredi, et pour l'instant, je résiste et je tiens. Et j'arrive à cuisiner le soir, même à voir mes enfants manger, en papotant avec eux, et sans prendre part au repas. Bien sûr, ce week-end, je suis invitée, je mangerai le soir. Voilà. Mais, voilà, c'est tout. Ça sera que aux invitations. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais tenir. Je suis dans cette humilité de ne pas savoir. Je ne sais pas. Vous voyez, je suis dans ce lâcher-prise de je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque jour où j'arrive à tenir, je suis fière de moi parce que je me rends compte que quand le mental, il est là, et comment développer ce mental? Parce que là, je vous parle du jeûne intermittent, mais vous avez un autre défi où vous devez être un guerrier. Vous, c'est sur un truc un peu plus important. D'accord? Et ben moi, par rapport à ça, ça redéveloppe un peu mon mental de me prouver que si en fait, ça fait 1 an que je dis que je suis pas capable, et là je suis capable. Je suis capable, en fait. C'est que j'aime bien cette phrase du Dalai Lama qui dit à quel moment vous devez choisir de vous séparer d'un travail, d'un ami, d'un conjoint. Vous devez choisir la séparation quand la somme des souffrances est plus importante que la somme des plaisirs. Quand les souffrances dépassent les plaisirs, c'est le moment. Là, c'est masochisme, ça rime à rien. Eh bien, retenez cette phrase par rapport à votre défi de guerrier à vous. C'est que là, c'est pareil, c'est que moi, les guides ont bien vu, que ma somme des souffrances, à voir des fringues que je ne peux plus porter, à les essayer, je ne peux plus le mettre, etc., ou avoir des nanas canons, je pense qu'ils ont dû vachement orchestrer, ils ont bien compris quel était le genre de silhouette de femme que j'aimais, et ils m'ont un peu talonné et harcelé de ça. Voilà, ils sont coquins en haut, vous voyez, ils le confirment. Pour faire augmenter ma part de souffrance, pour la trouver, cette motivation en moi. Parce qu'une fois que ça, c'est trop haut, vous la trouvez, votre motivation. Donc, en fait, quand je suis en face d'une bonne odeur, là, en fait,
j'ai pas envie d'y toucher, puisque ma zone de souffrance, non, ça va pas me faire du bien, puisque moi ce que je veux, c'est ressembler à, c'est être. Je veux être. Je veux pas avoir le truc dans la bouche. Finalement, ce que je veux, c'est être. Donc je suis encore focus sur le être et pas sur le avoir. Parce que ce avoir, il va pas durer longtemps. Alors que le être, il va durer longtemps. Vous voyez? Cette notion, c'est toujours le même raisonnement qu'on doit avoir sur tout. Et c'est de là que vient la motivation à être, et pas à être dans l'avoir. Donc voilà. Et par rapport à ça, eh bien en fait, ça arrive à me maintenir, à pas céder. Là encore, je ne sais pas combien de temps ça va durer, qui vivra verra, mais chaque jour pris, c'est déjà ça de fait. Les premiers jours où j'ai commencé à le reprendre, j'ai pas eu de résultat. Et là aussi, j'ai rigolé parce que je me suis dit, les guides me testent. Et ils me l'ont confirmé. C'est-à-dire que nous avons tous, humainement, à l'intérieur de nous, un côté un peu où, si on n'obtient pas des résultats tout de suite, si on n'a pas une preuve tout de suite que ça marche, on baisse les bras et on abandonne. On est abandonniste. Parce qu'on veut des résultats rapides. Ça, c'est encore une once de contrôle, de fonctionner comme ça, de vouloir des résultats rapides, de baisser les bras. Mais quand on baisse les bras, c'est aussi la blessure d'abandon. On est abandonniste. Mais dans les deux cas, on se trahit. Donc, dans cette notion-là, on nettoie la blessure d'abandon et la blessure de trahison qui se tiennent la main. Contraction. Donc, en fait, on refait un coup de nettoyage sur ces deux blessures. Même sur des trucs bêtes comme ça. Et au final, quand j'ai recommencé, il y avait un pic de chaleur ici, dans le nord, qu'il faisait plus de 35 degrés. Et j'ai eu chaud, mais chaud. Et moi, quand j'ai chaud, je fais de la rétention d'eau, j'ai mal aux jambes et je fais de la rétention d'eau. Donc en fait, je ne perds pas de poids puisque je fais de la rétention d'eau. Il faut attendre que la température rebaisse pour sortir de ma rétention d'eau. Donc en fait, je faisais le jeûne, mais je ne perdais pas 1 gramme à cause de cette rétention d'eau. Donc je ne pouvais pas voir les résultats. Et derrière, j'ai enchaîné avec un pic d'ovulation. Donc, pour les femmes qui regardent, vous savez que quand on est à l'ovulation, dans le cycle menstruel, là aussi on fait de la rétention d'eau. Donc on peut avoir le ventre gonflé, donc en fait faire le jeûne intermittent et garder un ventre comme un ballon de baudruche, c'était désolant, c'était décourageant, c'est tentant de baisser les bras. Ah, oh, c'est tentant de se dire je vais manger. Mais en fait, j'avais pas faim. Je me suis rendu compte que j'avais pas faim. En fait, c'est pas de la faim. C'est une envie de. Vous voyez, c'est plus de la compensation. C'est par gourmandise, mais c'est pas de la faim. Parce que quand vous avez fait 2 bons repas dans votre journée, que vous avez pris une collation, votre corps, il a eu assez. Et c'est pas de la faim, en fait. Et en fait, si j'ai un peu faim, genre à 22, 23 heures, de toute façon, c'est l'heure d'aller se coucher. Je vais pas non plus aller bouffer à cette heure-là. Ça va passer. Donc, j'ai le mental de dépasser cela. Et en fait, pour l'instant, ça se passe bien. Vous voyez? Et en fait, de là, vous devez comprendre un peu cette notion-là, que vous aussi, vous êtes capable de, que tant que ça dure, un jour à la fois, relevez vos défis, soyez déjà fiers de chaque force que vous avez, et même si vous avez une envie de rechuter à un moment de la journée, ça va vite passer, parce que sur le reste de la journée, vous n'êtes pas en souffrance. Et c'est pas
c'est de la compensation en fait. Regardez bien, vous pouvez très bien vous passer de ça. Vous voyez, c'est de la compensation. Donc observez-vous par rapport à quoi vous êtes comme ça dans votre vie et développez votre énergie de guerrier. Vous êtes capable de beaucoup plus pour aller vers votre bonheur et votre bien-être. Parce que c'est ça, le point que vous voulez atteindre, c'est vous sentir bien, vous sentir en paix. C'est pour votre bonheur et votre bien-être. Donc en fait, si c'est vraiment ce que vous voulez, vous trouverez votre motivation intérieurement. Et vous êtes capable de ça. Moi, bien sûr, c'est sur une broutille, mais vous, c'est sur autre chose. Il faut savoir que pendant longtemps, j'ai voulu avoir ce résultat-là en étant dans un mécanisme de contrôle qui m'abîmait. C'est-à-dire que je voulais maintenir, retrouver cette silhouette, mais en gardant ma compensation de gourmandise. Et donc en faisant à la place beaucoup de sport. Et les guides m'ont montré que ce n'était pas la voie en me provoquant beaucoup de blessures physiques. Donc en fait, si je coupais le robinet sport, c'est sûr que derrière, je m'empâte. Et c'est le résultat, j'aime pas ça. Ouais, mais les guides trouvaient que mon excès de sport malmenait mon corps. Je ne respectais pas mon corps. Je l'abîmais, je le fatiguais, je lui créais des contraintes, je le faisais souffrir avec cet excès de sport. Donc ils ont coupé le robinet. Tiens, blessure. Une fois qu'on coupe les robinets, comment tu fais pour atteindre ton état de bien-être? J'arrivais pas à faire autrement. Et il me fallait plein de temps pour trouver. Donc, souvent, vous allez avoir toutes ces tierces autour de vous qui vont vous dire « Oh, c'est pas grave. Oh, t'as 46 ans, tu peux plus être comme avant. Puis t'es une maman, t'as eu des enfants. Moi aussi, tu sais, je prends des kilos. » Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas parce que les gens, eux, ça leur convient et qu'ils sont abandonnistes que moi, je dois accepter d'être dans la même souffrance qu'eux. C'est leur problème, c'est pas le mien en fait. Tant mieux pour toi si tu te sens bien avec tes kilos en plus. Je t'envie d'être comme ça, de t'en foutre. Mais moi, franchement, je me supporte pas. Donc, pourquoi devrais-je, parce que toi, ça te convient, moi, me mettre sur la même émotion que toi et la même énergie que toi, et m'auto-convaincre que moi aussi, j'aime bien? Non. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Toi, t'as fait tes choix, moi, je fais mes choix. Moi, ça me convient pas. Cet état d'esprit-là, vous l'avez aussi sur plein de trucs dans votre vie. C'est ces gens qui vous disent à côté « Oh, c'est pas grave. Continue de subir. C'est pas grave. On s'en fout de ta souffrance. Moi, je souffre pas. » Non, on est en train de parler de ma vie. Bien sûr que toi, tu souffres pas. Tu fais ce que tu veux. Toi, ça te convient, c'est bien, mais moi, non. Et ça, dans la vie, vous devez apprendre à vous en taper de ces tierces-là. C'est pas parce que eux, ça leur convient que vous devez faire comme eux. C'est pas parce que eux sont abandonnistes que vous devez être abandonniste. Ayez plus d'ambition pour votre vie. Vous, ayez l'ambition de vouloir être bien dans votre vie. Donc moi, c'est dans mon corps, mais vous, c'est dans autre chose. D'accord? Vous faites les choses pour vous, hein? Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que les gens disent, hein? Vous n'êtes pas obligé de leur ressembler, en fait. Gardez votre individualité, soyez connecté à votre tableau de bord et à vos émotions. Si vous êtes en mal-être, vous êtes en mal-être. Personne n'a le droit de vous dire « Si, parce que moi, ça me convient, toi, ça doit te convenir. » Mais c'est complètement débile. C'est quoi ces conseils de merde? C'est quoi ces conseils de merde? Les gens en disent des conneries, hein. Les gens disent vraiment des conneries. Des banalités. Parfois, les gens se sentent obligés, quand ils vous écoutent, de devoir répondre.
Mais parfois, vaut mieux rien dire que dire de la merde, en fait. On n'est pas toujours obligé de répondre. Parce que parfois, à croire qu'on doit toujours répondre, mon Dieu, qu'on dit des conneries. Parfois, vaut mieux rien dire, hein. La seule chose à répondre dans ces cas-là, c'est bah oui, si tu te sens pas bien, bah oui, fais quelque chose. T'as raison. Le principal, c'est que tu te sentes bien. Voilà, c'est ça. Pourquoi tout ramener à nous? Les gens, ils ramènent toujours tout à eux. Mais on n'est pas en train de parler de toi, là, on est en train de parler de moi. T'as entendu qu'on parlait de moi? Ah, d'accord. On dirait pas, hein. Tu ramènes tout à toi. Ah, bah encore une personne qui est dans la dalidite. Moi. Ouais, mais là, on parlait pas de toi. Tiens, ça recadre direct, hein. Non, mais là, on parlait pas de toi. Bam! Là, la personne, elle va se calmer. Et t'aurais pas une dalidite, toi? C'est quoi la dalidite? Et là, vous expliquez. Vous avez le droit, hein. Faites de l'humour aussi aux gens, hein. Détendez-vous du slip, hein. Vivez pas tout dans le drame, hein. On va s'arrêter là, parce que la vidéo fait 46 minutes. Finalement, dans ces anecdotes, il n'y a pas que des anecdotes runner, il y a des anecdotes Peggy, hein, de mon quotidien. Mais les guides voulaient que je vous parle de ça, parce que j'ai rigolé, hein. Là, ces derniers jours, j'ai rigolé. Parce que, comme je perdais pas un gramme, j'ai bien vu qu'il y a quelques mois, cette dernière année, j'aurais bien baissé les bras et abandonné. Et puis j'ai dit, non, mais là, je me sens de continuer, parce que je sais que vous me testez, parce que j'ai pas des résultats tout de suite. Et c'est ça, abandonnez pas, même si vous voyez pas des résultats visibles tout de suite. Les résultats sont en train de se faire. Et là, ce matin, la perte de poids a commencé. Retenez cette phrase. C'est pas parce que vous ne voyez pas des résultats visibles que c'est pas en train de changer. Parce qu'en effet, ma rétention d'eau, elle va partir. N'empêche que depuis 3-4 jours, je travaille à perdre du gras. L'eau, c'est rien comparé au gras. Et donc, même si je vois rien sur la balance, il y a quelque chose dans l'ombre qui se fait. Et le travail est là. C'est ça le message à retenir. Un petit message d'espoir et de foi. D'accord ? J'espère que j'aurai réussi à vous envoyer des énergies positives. Je vais vous laisser et puis je vous fais des gros bisous. À bientôt.